L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le programme Bibliosanté qui est coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Bibliosanté vous offre 16 cahiers thématiques conçus pour vous accompagner dans votre parcours santé. Chaque cahier présente des ressources validées, incluant des organismes spécialisés, des sites web utiles et des suggestions de lecture et de films. Tout le contenu est soigneusement validé par des bibliothécaires diplômés pour vous garantir des informations fiables et de qualité. Par exemple, vous trouverez sur le site un cahier sur les proches aidants et un sur les aînés et le vieillissement, deux sujets abordés par mon invité de cette semaine. Rendez-vous sur bibliosanté.ca pour explorer toutes les thématiques disponibles ou visiter une bibliothèque participante pour découvrir la collection d'ouvrages spécialisés. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon podcast. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Léone Gagné, une infirmière d'exception qui cumule 50 ans de carrière consacrée aux soins, à l'écoute et à l'engagement humanitaire. Animée par une véritable vocation, elle nous raconte ce qui l'a menée vers cette profession, puis vers les missions internationales avec la Croix-Rouge. Léone nous parle de l'importance du travail d'équipe, de la sécurité collective, du respect entre culture et nationalité et de cette règle de base en mission, tout le monde est égal. Elle partage avec franchise ses devises de vie, son amour du terrain et cette joie très personnelle de mettre la clé sur la porte pour partir en mission. Elle aborde aussi avec lucidité les grandes questions liées à la santé, qu'elle définit comme un équilibre entre le mental et le physique, et nous livre ses réflexions sur le vieillissement, l'âgisme et l'importance de faire confiance aux personnes âgées. Avec son humour, sa sagesse et son humanité, Léone nous rappelle que pour faire de l'humanitaire, il faut plus que de la bonne volonté, il faut de l'expérience, un passé réglé et une vraie solidité intérieure. Elle rêve d'un monde où l'humanitaire ne serait plus nécessaire et où la dignité humaine serait une évidence partout. Un échange profond, lumineux et inspirant avec une femme qui incarne l'essence même de l'engagement. Bonne écoute. Léone, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, bienvenue. Merci. Une de mes premières fans.
Ah oui? Non, mais en tout cas, quelqu'un qui écoute le balado Oui. régulièrement. Tous les lundis matin. Ou religieusement, ou je ne sais trop. On va le dire régulièrement. Mais disons que j'en ai sauté un ce matin. Oui, j'ai vu. Donc, j'avais une bonne excuse. Là, Oui, c'était très le grand défi Pierre Lavoie en fin de semaine. Là, donc, oui, je savais. Il y avait un peu de fatigue, puis je me suis dit faire le montage dans la nuit du dimanche au lundi après avoir roulé 450 km. Bravo, c'est bravo. peut-être bon. Alors, merci d'être là. Donc, merci à toi. Je voulais t'inviter pour discuter de ta carrière. Donc, puis on a travaillé au même endroit, puis on s'est presque croisés. Oui, exactement. Donc, puis j'ai l'impression que tu as eu comme au moins 2 carrières, sinon plus. Là. Donc, le début... j'ai eu plusieurs carrières. Donc, on va commencer par le début d'abord. Si tu me disais pourquoi d'abord avoir choisi la carrière ou même la vocation presque d'infirmière? Ou... Moi, personnellement, le mot carrière ne fait pas partie de mon vocabulaire. OK. C'était une profession, effectivement, et à chaque fois qu'une porte s'est ouverte, j'étais présente. OK, mais... J'ai pas eu de plan OK. prémédité, mais j'avais toujours la petite voix quand c'était pour moi. Mais lorsqu'on regarde ce que tu as fait, il y a des gens pour qui le travail, c'est un travail, puis quand c'est terminé, mais dans ton cas, c'est pas... plus intense un petit peu que... Oui, c'est plus intense. Que ça, là, donc. Mais c'est ça, qu'est-ce qui expliquait? J'ai lu un peu dans tes notes, puis tu me parlais de... peut-être en jeune âge, puis... Écoute, moi, c'est... certaines influences. Oui, des influences souterraines, on va dire. OK. Tu sais, quand j'avais 7-8 ans, j'avais une tante religieuse qui nous réunissait, les jeunes enfants, les cousins, les cousines, au sol de l'église pour visualiser des photos de Haïti, de l'Afrique et tout. OK. Déjà là, ça me parlait. OK. Déjà à 7-8 ans. OK. Puis ma tante m'avait approchée, puis elle m'avait dit, tu sais, il faut être religieuse pour ça. Là, ça me plaisait un peu moins. Oui, il y avait le petit côté. Mais étant jeune, quand on a commencé à voir la télévision, je cherchais toujours les films de guerre. OK. Et puis les films des non-story, tu sais, Audrey Hepburn, religieuse, dans le fond de l'Afrique, avec 2 vaccins pour 300 personnes. Et tout. Ça m'a toujours fascinée. Mais te rappelles-tu qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Ce qui m'attirait là-dedans, c'était les cultures, l'éloignement. OK. Et la curiosité d'aller plus loin que nature. OK. C'est un choix que tu n'as jamais regretté? Non, jamais. Jamais. Au contraire, je trouvais que ça arrivait tardivement. OK. Bon, il y a eu la mort de mes parents. Après, j'attendais que mes enfants soient grands. Puis, au fait, quand j'ai commencé l'humanitaire... Tu veux qu'on parle du début de mon humanitaire? Écoute, je te suis. Écoute, moi, je suis partie à l'hôpital Saint-François d'Assise de 95 à 2000. Okay? En 2000, je suis partie pour la Suisse pour une année. Finalement, je suis restée 7 ans. Okay. Pendant que j'étais là-bas, j'ai fait du volontourisme au Laos. Je suis allée 4 fois au Laos dans un bloc opératoire. J'allais pendant mes vacances ou j'allais congé sans solde. OK. Et puis, comme j'étais en Suisse, j'entendais beaucoup parler de missions. Autour de moi, il y avait des gens qui travaillaient avec Médecins sans frontières, la Croix-Rouge ou une autre association, des chirurgiens qui avaient ouvert un hôpital au Gabon. Puis au bloc opératoire à Lausanne, il y avait une section pour les gens qui partaient en mission. Puis à chaque fois que je passais là, il fallait que je me ferme les yeux, ça me fascinait. Des instruments. Pour la formation? Oui, non, mais quand tu pars en mission, tu as droit à une valise en plus quand tu pars de Genève. Puis les gens apportaient des instruments qu'on n'avait pas besoin. Il y avait toujours un petit rassemblement, là, puis ça me fatiguait. Là. OK. Puis, quand je suis revenue au Québec en 2007, après 7 ans d'absence là-bas, j'ai tout de suite envoyé... La première chose que j'ai fait, j'ai envoyé mon CV à la Croix-Rouge. Je voulais vraiment travailler pour le Québec, pour représenter le Québec dans mon pays. OK. J'aurais pu travailler pour la Croix-Rouge internationale en Suisse, mais je voulais vraiment travailler pour le Canada, pour nous. OK. Et puis, j'avais appliqué à Sainte-Justine. Puis, entre-temps, j'ai commencé à Sainte-Justine. Puis, tout de suite après, la Croix-Rouge m'a convoquée pour une mission. OK. Et là, j'ai dit, je suis pas prête, je viens de commencer à Sainte-Justine. J'avais déménagé de Québec. J'avais été hors du pays pendant 7 ans. Là, ça faisait beaucoup. Il fallait que je refasse mon carnet d'adresse quand même. Et ils m'ont rappelé au bout de 4 mois. Ils m'ont pas lâché. Puis là, j'ai dit, je vais faire une mission. Fait que j'ai fait une formation d'une semaine à 12-15 heures par jour. Mais là, à ce moment-là, est-ce que tu as la formation de la Croix-Rouge ou rien? Là, à ce moment-là, j'ai rien. Okay. Ils me convoquent à une formation okay. En Ontario pendant une semaine, 12-15 heures par jour, blabla, la hiérarchie, dissimulation.
au milieu de la semaine, je regardais le groupe, puis je me disais, oh là là, je pense que c'est pas pour moi. OK. Et puis, elle, Mme Léger, elle a cru en moi, puis elle a dit, non, il nous faut une infirmière de bloc avec beaucoup d'expérience comme toi pour aller là-bas et tout. J'ai continué la formation. Ça, c'est la dame qu'on voit à Oui, l'écran exactement. dans le moment, OK. Exactement. Elle a changé ma vie, Mme Léger. OK, quand même. Non, quand même, parce qu'elle ne voulait pas que je parte. Elle a vraiment tenu à... Parce qu'il manque... Je suis la seule, je pense, infirmière de bloc opératoire spécialisée en chirurgie de guerre au Canada. OK. Et puis, elle voulait que ce soit moi. Venons lui demander pourquoi elle sentait les choses, je ne sais pas. Et puis, j'ai fait la formation, puis tout de suite après, je suis partie au Congo pour une première mission. OK. C'est pas vrai, je suis pas partie au Congo. La première mission, je suis partie au Tchad. Je suis partie à N'Djamena. Mes missions, il faut dire que mes missions commencent de 6 semaines à 6 mois, dépendamment de où je vais. Tu sais, j'ai fait 17 missions en 12 ans. Mais je reviens là, parce que tu as tellement de choses déjà. D'abord, ça m'a bien amusé le terme volontourisme. Le volontourisme, c'est les gens qui s'inventent humanitaire. Qui s'improvisent humanitaire. Bon, ben, je vais aller habiller les enfants du Pérou. Ça part d'une bonne intention, mais l'humanitaire... C'est mieux que rien, quand même? Mais le mot humanitaire, pour moi, il est sacré. OK. Le mot humanitaire, on est souvent démesurément admiré, mais ça demande quand même un minimum professionnel d'éthique et profession et compétences. Okay. Il ne va pas qui veut. On est trié sur le volet vraiment à la base. Puis après 1 ou 2 missions, tu peux ne plus jamais retourner en mission parce qu'ils ont décidé que tu n'avais pas le profil. Donc, parce que c'est pas... moi, je dis toujours, il y a 3 conditions pour être humanitaire. Un caractère bien trempé, une santé béton, puis plusieurs années d'expérience. OK. Parce que la plupart, à l'âge moyenne de l'équipe chirurgicale, c'est au-dessus de 60 ans. Tu ne vas pas là avec une peine d'amour, ni des jeunes enfants à la maison. Voilà. C'est très intense. On travaille 7 jours semaine. On est de garde la nuit, il y a la sécurité. C'est des milieux, des fois, on est sous des tentes, dans le champ, dans un hôpital support. Il n'y a pas une mission pareille. OK. Pas une mission. Ben, c'est ça qui nous motive. Mais pourquoi la Croix-Rouge plus que Médecins sans frontières, par exemple? Oui, je sais, mais pour moi, ça n'a jamais été une question. Ça a toujours été clair que c'était la Croix-Rouge. Croix-Rouge, toujours? Oui, toujours. D'abord, on travaille. Hein, quand j'étais au Sud-Soudan, pour ne pas dire dans le bush, il y avait la Médecine sans frontières qui avait leur bureau, pas très loin d'ailleurs, je pense qu'on a une photo. Et puis, eux nous envoyaient les patients. Parce qu'eux, ils étaient en première ligne, mais nous, on faisait la chirurgie. Tu vois, on est toujours en contact. Des fois, il y a des admettons, au Nord Kivu, sans blessés, ben, la médecine sans frontières vont nous convoquer pour savoir combien on peut prendre de patients. Tu sais, on n'est pas... On est interdépendants quand même. Mais moi, je voulais être la Croix-Rouge. Ben, en fait, c'est la Croix-Rouge internationale. Hein. Mais est-ce qu'il y a une compétition parfois entre les organismes sur place, ne serait-ce que pour les installations physiques on peut imaginer qu'on est plus proche d'une source d'eau, tu sais, Oui, mais ça, c'est pas nous, c'est pas l'équipe... Oui, je comprends. Mais c'est à un autre niveau. Okay. Nous, l'équipe chirurgicale... On se mêle pas de ça, là. Okay. Nous, on est heureux dans le bloc, le reste, on ne veut rien savoir. C'est fou. On veut le savoir parce qu'on a un chef de projet qui nous met au courant. On a une réunion par semaine, on va dire, qui nous met au courant parce que nous, on est toujours au bloc. Okay. Puis, ils ont de la difficulté à nous sortir. As-tu l'amour de ta profession, là, puis j'ai comme l'impression que tu as quitté le Québec au bon moment, tu sais, point de vue des conditions, là, tu sais, ça se détériore tranquillement dans le réseau. Est-ce que tu penses que tu serais aussi passionné si tu étais resté au Québec? Ah oui. Malgré tout ce qu'on entend. Je travaille encore. Oui, c'est ça. Mais là, je fais la vaccination à Sainte-Justine, mais je suis encore en contact avec des gens du bloc. C'est ça, puis tu entends parler sûrement des coupures. Ah oui. Je te donne un exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, à Saint-François-l'Assise, que tu connais bien, on arrête les salles pour les dîners. Là. Il n'y a pas assez de monde pour faire rouler les salles. Tu sais, par exemple, comme je te prends rien, ça prend 3 infirmières pour faire rouler une salle d'opération. Il y a 7 salles, ça prend 21 personnes. En général... le personnel s'étire au maximum. Bon, on va descendre, je te donne un chiffre. Mais là, je ne veux pas dire peut-être jusqu'à 16 ou 17 pour faire rouler 21 salles. Puis là, quand ça tombe à 15, 14, ça ne marche pas. Donc, j'ai eu justement... Penses-tu que tu aurais gardé la fibre dans des conditions comme ça? C'est ça que... Mais ça a été dit dans tes postcards, tes balados précédents. Quand on vient au pays, c'est plus difficile que quand on part.
Ouais. Moi, quand j'en venais, puis on me disait à quelle heure ta pause, je sais pas ce que c'est qu'une pause. Oui, c'est ça. C'est très difficile de se réadapter. En fait, j'ai fait... Les quelques personnes que j'ai reçues qui ont fait de l'aide humanitaire disaient que souvent les proches, les parents, les amis s'inquiètent de vous quand vous partez, puis pas tellement quand vous revenez, alors que c'est peut-être là que vous auriez le plus besoin de... En fait, quand on revient, c'est juste une personne qui peut s'occuper de nous, c'est nous-mêmes. OK. On peut pas demander aux gens de comprendre. Puis je trouve ça correct. Parce que même nous, expliquer à des gens que tu vas dans un pays que tu connais pas, que tu te lèves en pleine nuit dans des conditions difficiles, soigner des gens que tu connais pas. Comment tu peux expliquer ça? Puis t'en redemandes. Hein? Quand j'arrive à Genève pour mon débriefing, je regarde sur la carte, je le sais qu'au Sud-Soudan, il manque une infirmière, je serais prête à retourner. Parce que tu as un haut niveau d'adrénaline. Mais est-ce qu'eux te laisseraient partir ou non, disent, non. c'est pas plus que tant de mois pour prendre une pause? Ou, au début, quand j'ai commencé dans les 5-6 premières missions, après 6 semaines, on avait 2 jours de congé. Mais on avait du mal à les prendre parce que le chirurgien ne voulait pas qu'on parte. On est 3, hein. Je veux dire, quand tu pars, ça veut dire que tu pars 2 jours. Mettons, tu as posé, mettons que tu es à Malakal, puis tu vas 2 jours à Djouba. Tu prends l'avion, c'est organisé. Mais c'est vraiment... Puis après, ils ont arrêté de faire les congés aux 6 semaines. On essaie de relâcher un peu une journée où tu te sens pas bien. Okay. Moi, c'est arrivé une fois que l'équipe, le matin, on se préparait pour aller à l'hôpital. Puis j'ai laissé partir l'équipe toute seule. Pourquoi? J'étais épuisée. Psychologiquement ou physiquement? J'étais épuisée parce que, tu sais, j'ai travaillé avec plus que 30 chirurgiens différents en 17 missions. Okay. Fait que tu peux imaginer que si moi, je suis là 3 mois, puis le chirurgien vient 2 semaines, lui, pendant 2 semaines, c'est à fond les ballons. Mais toi, ça fait 2 mois et demi que tu es à fond les ballons. Puis à un moment donné, moi, avec le temps, quand j'avais besoin d'une journée, c'est pas arrivé souvent, c'est peut-être arrivé 2 fois. Okay. Ou que l'après-midi, là, que je m'assois puis que je dise j'ai mal au ventre ou je suis trop fatiguée. Et c'est de la fatigue psychologique ou physique? C'est les deux. Les deux, OK. Les deux. On est toujours sur la corde raide. Tu connais le milieu du bloc. Hein? C'est un huis clos. Il y a les opérations qui prennent plus de temps, les rajouts, les urgences. C'est sans arrêt. Nous, on n'a personne pour nous remplacer. Là. Non, c'est ça. Tu sais, ça n'a pas de fin. On arrête pour les dîners. Ça n'a pas de fin. La seule chose qui nous arrête, c'est les couvre-feux. Comme quand tu es dans un pays où, comme j'étais en Irak, il fallait revenir avant la tombée de la nuit, avant l'arrivée de la nuit. À 6 heures, il fallait être revenu. Comme quand j'étais en Somalie, j'avais des gardes du corps, puis des fois, ils décidaient, eux, qu'en pleine chirurgie, qu'il fallait que je parte. J'avais 2 minutes pour partir. Okay. Tu sais, des fois, tu as des congés obligés là, pour la sécurité. Mais si ça va avec un hôpital de support, puis que tu es là 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est la mission dans la mission, hein, d'avoir un chirurgien... des chirurgiens différents. Ben c'est ça, j'allais te demander, ça prend combien de temps? Parce qu'il faut comme saisir la personnalité. Ah oui, mais... Il y a une culture différente. Parfois, on est tous dans l'international. Un enjeu au niveau de la langue à l'occasion. Oui, la langue, j'ai fait beaucoup de traductions. Des fois, tu as un Portugais qui vient, que Genève décide que lui, il parle français, mais il a de la misère avec les dossiers et tout. Mais ça, c'est un plaisir. OK. Parce que l'infirmière de bloc, elle fait tout, en fait. L'infirmière de bloc, là, c'est la pierre angulaire de l'équipe. Parce qu'on fait les visites médicales le matin, on a notre mot à dire pour les visites médicales, on connaît les 60 patients, des fois le chirurgien arrive, il ne connaît pas, on lui dit non, lui, machin, là. Puis ça t'a resté, on a la semaine passée, ça va bien, on a fait le moment. Et puis l'infirmière, elle s'occupe de la stérilisation, elle fait le programme opératoire, elle assiste, elle a les clés là, de la génératrice la nuit quand on part travailler. C'est l'infirmière qui... Mais c'est ça. Mais à l'occasion, ça peut être un hôpital ou parfois ça sûr. peut être une construction un peu oui, des fois, c'est artisanale. Ben oui, bien sûr. Okay. On est sur le terrain. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime, le terrain le plus basique possible. C'est ce qu'on aime, nous, les humanitaires. On a les hôpitaux de support. Mais est-ce que ces hôpitaux-là, ce sont des hôpitaux qui... On est vraiment dans la cuisine, là, mais ça va être un hôpital qui appartient à la Croix-Rouge? Non. Qui est prêté? Non, c'est l'hôpital, mettons, pour vous donner un exemple, au Tchad, mettons à Abéché, il y a un hôpital, là, puis nous, on est l'hôpital, on est l'équipe de soutien. On est l'équipe de soutien. Tout le temps qu'on est là, ils ont un contrat de 5 ans, mettons, puis là, les équipes chirurgicales se défilent un après les autres. OK.
Mais souvent, ce qui arrive, il essaie d'organiser pour qu'il y ait une personne sur les 3 soit là. Il ne faut pas que les 3 changent en même temps. OK. Pour qu'on soit capable d'avoir un suivi. Là, c'est certain. Parce que j'ai déjà eu des petites surprises. J'avais eu un chirurgien orthopédique, mais orthopédique de chez orthopédique. Là. Ouais. Fait que là, lui, il me met des fixateurs externes à tout le monde. Mais tu sais, je veux dire, faut que tu lui dises, là. Tu sais, quand tu vas partir dans 10 jours, là, il va se passer quoi? Tu sais, il faut faire attention, il faut avoir une... Ben ça, je me suis déjà fait Parce que raconter le une suivi- histoire comme ça où le traitement, c'était l'amputation. Là. Ouais. Puis les gens devaient dire à l'orthopédiste, on ne peut pas sauver cette jambe-là ici, dans ces conditions-là. Malheureusement, c'est une jambe qu'il faut amputer. Puis là, le chirurgien, lui, il est habitué à sauver ces jambes-là. Là, donc... Oui, mais là, on a cette réputation-là d'être amputeur de jambes, mais... Ben, c'est pas on ça que je dis. Non, Ok. oui, je le sais. Mais, Ok. écoute, on a tellement amputé. Ouais, c'est ça. Mais là, de plus en plus, on essaie de garder... mais c'est très difficile. Tu sais, quand on ampute, là, c'est pas par plaisir. Là. C'est parce qu'on a... Tous nos patients, c'est des polytraumas. C'est ça. C'est de la tête aux pieds, là. Quand ça vient chez nous, là, c'est autant un uro Je que... me suis fait compter ou raconter même. 25 trous dans les intestins, puis là, C'est tu ça. le tournes, puis t'as opéré depuis, ça fait 20 heures, t'es au bloc, puis là, tu te dis avec le chirurgien, on la tourne-tu, mais on la tourne pas. Non, T'es c'est ça. rendu là, des fois. Tu sais. Ben, je me suis fait raconter ce qui est du domaine de la chirurgie générale aussi. Installer une stomie à un patient dans certains endroits, il n'y a pas d'appareillage. Oh, On mais- installe une stomie, on vient de créer un mais c'est- invalide. là, Ouais, nous. ouais. Et puis moi, j'ai toujours une boîte de trachéo prête, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, il faut toujours... Quand on commence une laparotomie, un polytrauma, Mhm. je m'assure tout le temps qu'elle n'est pas loin, parce que si il est 3 heures du matin, puis que c'est pas allumé dans la salle de stérilisation, il faut que je sache que j'ai une boîte. Puis ça m'a sauvé il y a 2-3 reprises. Toujours un drain thoracique prêt. Et... Tu sais, avec l'expérience, là, Mhm. avec l'expérience, je me suis rendu compte que tu es beaucoup plus calme. Puis C'est c'est ça. contagieux aussi avec le chirurgien et l'anesthésiste. On a beaucoup d'humour, hein, parce que quand on est stressé, on a de l'humour, tu sais. Tout à fait. Oui, Mais d'ailleurs, moi, je suis un grand fan. Là, tu sais, Mais- je pense que... en tout- Parce qu'il y a des choses qui se racontent pas, là, mais, mais- ça sauve bien des écoute, situations. mais ça a toujours été ça. Saint-François d'Assise, je me rappelle, la chef, elle disait, quand je voulais savoir où est Léon, j'avais juste à écouter dans le corridor Oui. où ça faisait le plus de Mais bruit. les gens de l'extérieur pourraient ne pas comprendre à quel point parfois ça va aller très mal. Les gens sont concentrés, travaillent, veulent le bien, puis une façon d'y parvenir parfois, Mais moi, c'est par l'humour. Mais nous, c'est une thérapie, hein, parce que c'est intense. Ah oui, tout à fait. C'est intense. Et on a les enfants, on a des personnes... Ben, les personnes âgées, on n'en a pas parce que l'espérance de vie, c'est ça. Mais t'apportes toujours... Puis moi, en tant que femme, je suis souvent avec des hommes. Je les appelle mes bodyguards parce que on est toujours ensemble, on vit ensemble, puis on sort... On est tout le temps ensemble. Là. Mhm. Fait qu'on a intérêt à... Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, une belle leçon de vie, c'est que quand tu es en coloc, tu choisis tes colocs. Mais là, on ne choisit pas. On finit par devenir... les collègues deviennent amis, les amis deviennent collègues. Tu sais, tu apprends à Mais, connaître des gens. Ce que je crois comprendre aussi, tu le disais un petit peu en début d'entrevue, les gens dysfonctionnels vont être évalués, puis vont être... Oui, mais un nous, peu en mis de côté, l'équipe là, chirurgicale, je veux dire, on est assez... je veux dire, comme ma RH à Genève, on est assez spéciaux. OK. On est les plus équilibrés de toutes les Ah délégués. bon, ouais. OK. Parce qu'on va là pour les bonnes raisons. OK. On va là pour les contacts humains. On nous parle de terrain, puis on a des pépites dans les yeux. Là. Le terrain, pour nous, c'est... Puis on est en sécurité à l'hôpital, en fait. Parce que OK. quand on arrive le matin à l'hôpital, quand on n'a pas été la nuit, là, il y a les familles qui vivent à l'hôpital pour être en sécurité. Mhm. Quand j'étais en Irak, j'arrivais le matin, là, c'était moins drôle, mais il y avait plein de cadavres devant la... Tu sais, il faut avoir un cœur solide, là, Mhm. hein? OK? Puis savoir... Être capable de... Comment je pourrais dire... pas... de laisser notre hypersensibilité, parce que sinon, ça serait trop... Ça serait difficile pour l'équipe. Qu'est-ce qui fait qu'on veut y retourner? Ben, il y a une moi, je pense qu'il y a une dépendance Moi, je à l'aide humanitaire. Je parce que l'adrénaline, on revient en Est-ce ville, qu'on peut comme dire tu que dis, c'est une puis dépendance? On ne peut pas retrouver ça, tu sais, dans un bloc opératoire normal. C'est un sentiment qui est difficile à expliquer. C'est Ok. difficile à expliquer. Je parle pas de dépendance. On dirait que c'est un besoin de plus en plus grandissant.
Moi, j'arrive pas à regarder les nouvelles à Gaza parce que je connais des gens qui sont là-bas, que je OK. connais. Et je trouve ça... encore des cauchemars post-traumatiques. Et ça nous suit jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Et malgré ça, on veut y retourner. Oui, on veut y retourner, puis puis on se sent encore plus fort. OK. Oui, en y retournant. Oui, moi, je me sentais plus forte, parce que les 5 premières missions, c'est tellement différent. La seule point en commun qu'on a, c'est le patient sur le branc, au bloc. Mais tout le reste, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. OK. De boire ton diplôme, c'est toute la culture, tu sais, j'ai travaillé, tu sais, avec presque la... Ouais. Et il faut respecter les cultures, puis la sécurité, c'est super important. Si un membre de l'équipe manque à la sécurité, c'est toute l'équipe qui est touchée. Par exemple, s'il y en a un qui décide, admettons, à 9h, on ne peut plus sortir, mais que tu entends la voiture partir à 9h parce que lui, il décide qu'il va aller boire une bière, je ne sais pas trop où, là, c'est ta sécurité qui est en jeu. OK. C'est ta sécurité qui est en jeu. Parce que n'importe quand, il peut arriver n'importe quoi, il faut être ensemble pour être évacué. C'est pour ça qu'on reste ensemble. Parce que... OK, là, vous pourriez devoir être évacué, puis là, il manque quelqu'un, parce que là, il est en train de prendre une bière en ville. Parce qu'il faut faire le contact. Moi, je traverse la rue, là, puis je fais un contact radio. Il faut que la sécurité sache exactement où je suis, à quel moment. Tout le temps. Mais une mission de la Croix-Rouge, en ce qui te concerne, ça a toujours impliqué une mission dans des endroits dangereux? Parce que la Croix-Rouge peut intervenir à un endroit où il y a eu un ouragan, là, à ce moment-là. J'ai eu toi, ça impliquait toujours de la médecine de guerre? La chirurgie de guerre, oui, toujours. Okay. C'est la balistique qu'on appelle. J'ai eu des formations. Nos chirurgiens ont les formations de balistique. Okay. C'est très, très pointu. Ça, c'était par choix dans ton cas? Oui. Okay. C'était par choix. Donc, chirurgie humanitaire. Chirurgie de guerre. Balistique. Que t'appelles. Oui, la balistique. Okay. Quand même. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. T'as amené quelques photos? Oui, j'ai apporté quelques photos. On avait mis la première tout à l'heure là, de la personne finalement qui t'a le plus influencé. Oui, Mme Léger. Puis tu as amené d'autres petites photos. Dans le fond, je me dis c'est une belle façon de jaser. Donc, j'en ai des photos. Jean-Pierre, tu m'as donné un travail. Okay. On en a peut-être une dizaine. Fait que je me dis c'est une façon d'animer. Il y a une petite bougie dans l'image. Commençons du début. Oui, donc, okay. Si on y allait avec celle-ci là d'abord. Laquelle? Celle que tu vois à l'écran dans le moment, devant toi. Là, oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Celle-là, ils ont pris cette photo-là pour la collecte des fonds de la Croix-Rouge norvégienne. Alors, ils m'ont écrit puis m'ont demandé s'ils pouvaient prendre la photo. Mais cette photo-là a été prise par la photographe de la Croix-Rouge canadienne. C'est ça, les infirmières de bloc opératoire de la Norvège ont dit « Pourquoi prendre une Canadienne? » Mais je pense que c'est mon chapeau qui les a... Mais toi, ça t'a été rapporté, là? Tu t'es pas fait reprocher ça personnellement? Non, ils m'ont dit que c'était peut-être que tu as l'air norvégienne aussi, donc ça passe. Mais j'ai travaillé souvent avec les Norvégiens. Okay. J'ai travaillé avec la Finlande, j'ai été prêtée aussi à la Nouvelle-Zélande. Okay. J'ai travaillé avec des chirurgiens, non moins de nationalité, puis je pense que j'ai travaillé avec beaucoup d'Italiens, Tchèques, Russes... Africains aussi, des Sénégalais. Belges, Congo-belge. Okay. Oui. On continue. Du Salvador. C'est ici, on est en Syrie, donc... Là, on est en Syrie. Je travaillais
dans un camp. J'étais la première Canadienne à travailler en Syrie au camp des réfugiés. OK. Là. Alors, ils avaient fait une série On était en de- quelle année? On est en... peu près, là, 2019, la dernière mission en Syrie. Je suis allée en OK. hiver, puis je suis allée l'été. L'été, on faisait les réunions à 5 heures du matin. OK. Et puis l'hiver, il faisait tellement froid. On dort dans des dortoirs, hein, Mhm. c'est pas des conditions. On dort dans des dortoirs où, des fois, j'avais une chambre privée. Exceptionnellement, j'avais la salle de bain attenante. Puis OK, tu OK. montes en OK. J'étais senior. OK. On va dire des fois, quand c'était possible, j'avais OK. le privilège. Est-ce que c'était un jeune homme dont tu te souviens? Oui, ça, à Omar, hein, qu'on a amputé, mais en fait, on l'a sauvé, cet enfant-là. OK, Il y avait OK. eu une bombe, ouais, c'est ça. OK. Ils ont fait une vidéo avec ce gamin-là. Il était très, très touchant. Tu sais, il faut penser que chacun de nos patients vient au moins 6-7 fois au bloc, OK. en moyenne. Première fois, tu débrides, après tu débrides, redébridement, après ça, tu fais peut-être une greffe, après tu fais la greffe, le premier pansement de la greffe. Des fois, ça ne réussit pas, des fois, là, le drain. Tu sais, c'est multi, là. Un patient, c'est rare qu'il vient pour changement d'un pouce incarné, là, tu sais. Mais disons que les choses les plus fréquentes, tu dirais, c'est des blessures, explosions, membre inférieur? Est-ce qu'on Oui, peut- beaucoup, est-ce qu'on peut ils faire tirent comme dans un- les jambes. Un classement, disons. Oui, ils tirent dans les jambes des hommes dans la trentaine, là. C'est surtout ceux qui sont ciblés. Pas nécessairement pour les tuer, donc. Pour les mutiler. Ou... Oui, pour pas qu'ils soient... OK. Et puis, c'est ceux-là qu'on a le plus, oui, les jambes, les fractures. Ça, c'est l'hôpital, mon premier hôpital à N'Djamena. Ça, c'était une belle expérience. Donc, une de tes premières C'est ma première mission, ça. C'est la OK. première mission. OK. Je me rappellerai tout le temps, tu sais, on dit qu'on fait la chirurgie guerre, mais on aide beaucoup les autres salles quand on voit... on a eu une patiente, une fois, de 30 ans, 7 enfants, qui avait été encornée par sa vache quand elle l'a trait. OK. Fait qu'on a sauvé sa vie, en Mhm. fait, puis c'était pas une chirurgie de guerre. C'était pas... Puis à cet hôpital-là, je me rappelle, il y avait eu... On partait, puis il y a une maman qui arrivait avec son enfant de 2 ans dans les bras, qui avait avalé une pièce de monnaie assez grosse, puis Mhm. le bébé... Puis avec le chirurgien, j'ai dit... on va rentrer. Écoute, OK. t'as pas d'appareil là-bas. Hein? Mhm. On a rentré une sonde vésicale, on a fait un ballon, puis moi, avec ma pince... T'es capable d'aller chercher ça? Oui, on a sauvé. On a OK. sauvé l'enfant. Il était en train de s'étouffer? Ah oui, mais carrément, on a sorti la pièce. OK, on a t'as sorti- probablement Ouais, pris... ouais, elle était pris assez loin quand même. OK. Là, il commençait à pas être bien. Si on avait OK. été pris là au bon moment... Ah, puis il y en a... je pourrais t'en raconter. OK, OK. Il y en a qu'on se raconte. Ça, c'est le white watching là, qu'on appelle. OK. Jamais vu de blanc, tu comprends? Ça fait qu'on était... Justement, ça, c'était le coin de Médecine sans frontières au Sud-Soudan. OK. On avait un... J'ai pas mis les photos parce que je pense que vous seriez tombé de l'armoire. Dans une tente. C'était moi ou ma petite valise, mon sac à dos. Là, on dormait là-dessus, puis on opérait le jour de 5 heures jusqu'à midi. Puis on est allé visiter le camp des gens. Il y avait des jeunes, des enfants qui voulaient absolument me toucher parce qu'ils n'avaient jamais vu de blanc. On était en quelle année environ? Là, on est en 2012, à peu près. OK. 2012. OK. Oui, le Sud-Soudan, c'était difficile. Ça l'est encore, parce que Ah, j'ai oui. eu Dr Pamela Paquette, qui est Ouais. anesthésiste. Ah, là, moi, j'ai entendu, mais... Elle me disait que le site de médecins ou le camp de Médecins sans frontières était sur une base militaire. À Moi, l'intérieur même, tellement c'était dangereux. Là. Moi, on était la première équipe chirurgicale quand je suis allée 4 mois. Après ça, je suis retournée dans un endroit qui m'ont déposé avec l'hélicoptère. Là. J'étais toute seule avec le pilote. Il m'a dit, c'est là que tu vas te... OK. C'est là, je pense qu'on a l'hélicoptère. Une fois, un hélicoptère. Possiblement. Oui, c'est ça. Là, il m'a amené En fait, vraiment au c'est, milieu de nulle c'est part. la Oui, prochaine. c'est là. OK. C'est là. Alors, quand tu sors, c'est comme dans les films, là, je vais te dire. Ah ouais? Tu sors de l'hélicoptère, puis là, tous les enfants courent là, pour venir voir l'hélicoptère, puis qui c'est qui sort dans l'hélicoptère. Ça, c'est des moments incroyables. Ça, c'est des moments incomparables. Incomparables. Quand on fait les médiévacs aussi. J'ai un avion aussi, l'avion. Ah, ça, c'est au Sud-Soudan aussi. OK. On avait pensé faire une césarienne durant la nuit. Finalement, j'étais avec la sage-femme, on avait accouché le matin.
Puis on avait pris, il pleuvait, écoute, des conditions là, incroyables. Puis Nelson, le chirurgien, avait pris une photo. Puis dans le livre Souvenirs à Genève, tout le monde m'écrit pour me dire « Ah, je t'ai vu avec ton... » Je pensais jamais que cette photo-là aurait une pérennité. Le livre, c'est quoi le livre? C'est un livre Souvenirs à l'hôpital, au CICR à Genève. OK. Qui ont fait un livre... de la Croix-Rouge. Des délégués de la Croix-Rouge, de l'équipe chirurgicale. Qui est accessible grand public? Je ne sais pas. Seulement pour je ne l'ai jamais vu, le livre. Okay, puis je suis allée il n'y a pas longtemps en plus, puis j'ai oublié de le demander. Mais okay. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit pour m'envoyer une photo de cette photo-là. Okay, on n'avait pas dormi de la nuit. Et ciboulette. Ça me rappelle... Écoute, tu me montres des photos, là, ça me remonte tellement de souvenirs. Ah oui, oui. C'est tellement... Alors ça, c'est la portion plus plaisante. Je vais te dire, c'est l'infirmière de bloc qui fait la traçabilité, qui fait tout le recensement. Moi, j'avais des trucs, là, parce qu'à la fin de la... Parce qu'à chaque lundi matin, il faut envoyer le résumé de tout ce qu'on a fait dans la semaine. OK. Chaque lundi matin, on l'envoie à Genève, puis on répète. Ça, c'est l'infirmière de bloc. Quand c'était la première fois, je l'écrivais en rouge. Après, parce que, tu sais, il faut se rappeler des noms, là, les Mohamed. Mais disons, par exemple, on a fait une amputation de la jambe gauche. C'est ça, tout. Tout est écrit, le nom, le machin, toutes les informations. Perte sanguine, tout, OK. Ça dépend de l'infirmière de bloc, mais moi, j'en étais le plus possible, parce que quand on faisait la visite médicale, ça me rappelait le fait de l'avoir écrit, je savais qu'est-ce qui est arrivé avec cette personne-là, c'était plus facile de me rappeler. Puis là, on est où? Là, je suis à Goma, je suis au Congo. OK. Là, je suis allée l'équivalent de... Ça a l'air d'un hôpital, ça, parce que je vois la céramique, tout ça, on n'est pas dans une tente, là. Oui, non, là, on est à l'hôpital. J'ai été l'équivalent de 2 ans, quand même, au Congo. J'ai été 4 fois au Congo. OK. 6 mois, 4 mois, tout bout à bout, presque 2 ans. Alors, j'ai plus d'amis à Goma que... OK. C'est gentil pour tes amis québécois, mais... OK. Non, mais en comparaison à d'autres missions, que je veux dire. Puis je regarde les armoires, ça me fait penser... Le matériel... Est-ce que tout le matériel va venir, par exemple, de France? Non, ils viennent tout de Genève. Ça, c'est l'infirmière de bloc aussi. On a une liste. OK. Tu sais, on a une liste. Moi, si tu viens puis tu me dis, Léon, ça me prend un petit 4-0. Je dis, Julienne, J83, je vais dire dans tes rêves, mon ami, parce que moi, j'ai la base. Mm-hmm. Puis les chirurgiens le savent. Fait qu'on travaille avec ce qu'on a parce que ça coûte très cher faire venir de Genève. Okay. Puis il faut avoir... Si toi, tu me dis... Bon, à chaque fois qu'il y avait un chirurgien qui s'annonçait, je voulais son adresse, puis je disais, écoute, si t'es allergique, t'apportes tes gants. Moi, j'ai longtemps travaillé avec des 7, il n'y avait pas de 6,5 à l'époque. Puis après, ça c'est... Mais tu sais, si moi, je demande tes gants anti-allergiques 9,5, on va dire, je vais les recevoir dans 6 mois, ça donne rien, il faut que ce soit toi qui les apportes. Mais c'est nous, ça, qui faisons les emplettes, la logistique de tout le matériel. Mais ça veut dire qu'il se peut que tu aies un équipement quelconque, puis un moment donné, on tombe en rupture de stock pendant 6 mois. C'est dans notre travail de ne pas avoir de rupture de stock, mais s'il y a une rupture de stock, admettons, on va s'entendre avec l'hôpital du pays où on est pour avoir l'équivalent, admettons. Parce que je m'étais fait raconter par Joanne Liu que, si j'ai bien compris, disons, les entrepôts de Médecins sans frontières, il y a comme des stocks, mettons. Ils vont avoir pas une boîte, ça va être plus qu'une boîte, là, mais un conteneur pour... oui, ça, j'ai compris. Sans intervention chirurgicale. Est-ce que la Croix-Rouge fonctionne comme ça? Ou ça, c'est plus, pour les ERU, là, Emergency Rapid Deployment. C'est ça, OK. C'est moi qui ai fait les boîtes à Ottawa, la Croix-Rouge canadienne, pour assurer que tout était dans une boîte. Vous avez la même chose un peu? Oui, on a des boîtes, mais ça, c'est pour les déploiements rapides, 3 semaines et tout. Mais la logistique, comme admettons, j'ai travaillé, je ne sais plus où j'étais, la logistique, admettons, c'est la Croix-Rouge canadienne. Mm-hmm. Quand j'étais en Syrie, on a une grande pharmacie, énorme sous tente, on va aller chercher du matériel qui roule. Mais c'est à nous de prévoir la fin de la série, là. Tu sais, t'écris à Genève ou tu t'organises pour... Mais on le sait. Tout passe par Genève. Oui, mais tout ne vient pas nécessairement de la Suisse, là. Tu parles d'équipement américain ou ça va tout Non, ça vient de la Suisse. Okay. Tout vient de la logistique suisse. Ah, ça, j'étais en Irak. Ça date un peu plus. En Irak, c'est pas si loin, c'est 2015, je pense. OK. Non, j'ai pas mis de date, là. Je faisais l'inventaire de la pharmacie. Aussi, ça a l'air d'un hôpital. Oui, mais hôpital, non. C'est-à-dire, la seule pièce qui n'était pas bombardée, là, c'est ça. OK. Ça. OK. Mais là, j'ai pas mis de photo de ça. Non, OK.
Tu sais, quand j'ai travaillé en Irak, les chirurgiens, tu sais, les héros, là, c'est pas nous, là. Les héros, c'est vraiment ceux qui travaillent là-bas depuis longtemps, qui sont en guerre. Pas payés depuis une année, qui sont présents avec les patients, qui sont d'un professionnalisme qui m'a fait tomber de ma chaise. OK. Vraiment, ouais. Nous, après 3 mois, on retourne. Moi, j'ai mon bain. Toi, tu sais que ça va finir. Ouais. Mais les héros, c'est ceux qui ont le choix, qui décident de choisir de rester ou de fuir au péril de leur vie. Fait que ces gens-là, toute l'équipe CHIR, écoute, il y a eu des retrouvailles dans cet hôpital-là. Les parents étaient perdus, leurs enfants. Ils se sont trouvés à l'hôpital. Ça faisait 6 mois qu'ils cherchaient, tu sais. C'est dramatique, là, tu sais. Mais ces gens-là, qu'est-ce qui les maintient en place? Ils veulent rester chez eux, hein. Je veux dire, ces gens-là, les chirurgiens, l'hôpital... Oui, tu dis quand les gens, les locaux, là, entre les guillemets... locaux, là, écoute, l'hôpital, admettons qu'il y a un hôpital à Mossoul, là. Tu fais comment? Tu vas partir? Et tant qu'on sauve des vies... C'est pas politique, hein, nous, ce qu'on fait. C'est juste sauver des vies, là. Parce que toi, quand t'es ici, là, t'as une équipe qui travaille à l'hôpital. Nous, quand on est là-bas, si on n'est pas là, il n'y a personne. Il se passe rien, oui, c'est ça. On sauve littéralement des vies parce que... Ce qui fait que dans certains endroits, j'imagine que même les médecins ou les intervenants locaux, eux-mêmes, ne quittent pas... Ils restent. Mais ces gens-là avec qui tu travailles, qui viennent, disons, de l'Irak, dans l'hôpital, vont travailler quand même sous le contrôle de la Croix-Rouge? On n'est pas sous contrôle, Ou... ni okay. Non. On est ensemble. Okay. On travaille ensemble. On va doubler Vous des salles. Oui, tout à fait. Mais lui ne reçoit pas d'ordre, entre guillemets, de Genève. Non, pas du tout. Okay. Complètement indépendant. Complètement. Okay. On est là pour apporter un support. Alors ça, c'est ton avion? Oui, ça, c'est mon avion. Alors moi, quand je voyais l'avion, tu sais, sur le tarmac, là, tu vois l'avion. Moi, j'ai un grand sentiment de fierté, là, quand on part pour aller... Quand, admettons qu'il y a eu un bombardement à 200 km, l'équipe chirurgicale, on s'organise. Tout est pesé. Ça, c'est l'infirmière de bloc encore. Tu ne fais pas planter ton drapeau CICR, là. Faut que tu saches, là, le médecin, il y a toujours un médecin qui est là-bas, qui nous dit, écoute, il va y avoir peut-être 3 laparos, 7 fractures, machin. Prépare le matériel. D'abord, le plâtre puis les solutés, ça demande beaucoup de poids. Okay. L'avion, on ne peut pas transporter selon le poids. Là, juste avant de partir, le pilote dit, non, toi, tu vas t'asseoir là, parce que là, il y a trop de plâtre, il y a d'ici, il y a ça. Okay. Mais tu sais, il faut prévoir, parce que là-bas... on commence à travailler tout de suite en arrivant, puis c'est sans relâche pendant des jours, jusqu'à ce qu'on soit capable. Après ça, on laisse tout le matériel à l'équipe. Mais tu sais, on va leur apporter un soutien parce qu'il y a trop de patients, il y a trop de blessés de guerre dans un petit village où il y a peu de moyens. Tu me parles d'avion. C'est nous qui faisons ça. Tu me parles d'avion, puis je recule un peu, puis on va revenir. Mais te rappelles-tu ta première mission... Ta première impression quand tu es arrivé, là, je ne sais pas si tu es arrivé en hélicoptère, en avion ou en voiture, mais t'as-tu ta première impression? Ma première impression, tout, là, tu sais. En 2008, j'étais d'une naïveté. OK. Ne me demande pas ça, Jean-Pierre. OK. Tout est tellement nouveau. Je passais mon temps à faire du ménage au bloc. Puis le chirurgien plein d'anesthésie, il riait de moi. Il me disait, attends, quand ça va faire 5-6 missions, tu vas lâcher le torchon. Ah oui. Mais tu sais, j'avais tellement... Je voulais tellement qu'après ça, c'est pas important. Il faut que tu ménages tes énergies. Puis on n'est pas là pour ça. Okay. Puis c'est pas les mêmes critères. Puis c'est comme ça, mais ça m'a pris... Quand même. Avant de comprendre. Écoute, ça faisait pas longtemps que je partais de la Suisse. C'est commencé, c'était mon amour. Tu parlais de fixateur externe tout à l'heure, là, la prochaine... Ah oui. Lui, c'est un chirurgien qui a marqué ma vie aussi. C'est un Finlandais. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec lui à Peshawar. Ça faisait 36 missions qu'il faisait. Il était là dans les débuts de la Croix-Rouge. Tu parlais de fixateur, c'est ça? Je l'indique à l'écran, là, les gens peuvent le voir. Là, oui. C'est pas tout à fait un fixateur. Non, ça, c'est une traction. Oui, c'est une traction. C'est ça. Mais je voulais juste montrer, tu sais, comment on est deux, là. Tu sais. Des fois, on a le traducteur qui vient, mais le traducteur, il vient... Quand on a vraiment besoin de quelque chose, tu sais, quand on fait la visite ou que la famille a compris, après ça, on fait nous, tu sais, parce que
Mais c'est ça, Yorma, il a arrêté à 76. Maintenant, avec la pandémie, on peut plus, toute l'équipe de chirurgie a dû démissionner parce qu'on était trop vieux pour les assurances. Ah. C'est plate parce que... Il y a beaucoup d'expérience qui se fait. C'est ça. Ok. On aurait tout... moi, j'aurais fait encore... quand la pandémie s'est déclarée, j'avais la main sur la porte pour partir au Yémen. OK. Le 11 mars, j'avais la main... Je partais, là. Je partais pour plusieurs mois. Et puis, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit, écoute, tu vas être En pris... mars, en 2020. mars 2020. Ils m'ont dit, tu vas être prêt à Djibouti. J'ai dit, so what? Être prêt à Djibouti. On ne connaissait pas l'ampleur de la pandémie rendue ici. Le lendemain, ils m'ont dit, peut-être demain, tu vas partir. Le lendemain, ils m'ont dit, mais là, ça ne sera pas encore aujourd'hui. Puis après ça, la pandémie a été déclarée officiellement le 13, je pense. Fait que, Vendredi 13 mars, vendredi 13 que mars. le Québec Fait a que été fermé. Hein. Fait que celle que je remplaçais, c'était une Philippine. Elle venait des Philippines, puis on était en contact sur WhatsApp tout le temps. Elle voulait absolument que j'arrive pour la remplacer parce que ses parents avaient besoin d'elle. Elle est partie finalement mi-mai, avant qu'elle soit capable de sortir du pays. C'était très, très compliqué. Tout ça pour dire que toute l'équipe chirurgicale, pendant la pandémie, ils ont plutôt engagé des chirurgiens africains qui étaient déjà formés, mais pour plus longtemps, parce que pour nous, c'était trop compliqué. Là. OK. C'était, À cause des quarantaines? Ou... Les quarantaines, tous les transports, les visas, tout était bloqué partout. Là, Mais là, actuellement, ça a repris. Oui, là, ça a repris, mais toute l'équipe chirurgicale, ils n'ont pas repris. Que ceux que je connais, là, le plus près de moi, n'ont pas repris. OK. Le patient que l'on voit, j'imagine, est-ce que ce serait sous anesthésie générale? J'essaie de comprendre le contexte. Lui, il devait être sous kétamine. Sédation profonde, c'est ça? Oui. Quand j'étais au Sud-Soudan, ils sont très, très grands. Hein. Là, pas là, on le voit pas vraiment, mais j'étais obligée de faire allonger les blocs, la table d'opération. Tu sonnes que c'est une grande personne, là, je regarde les Oui, jambes. mais là, habituellement, là, il n'y a pas la rallonge, mais après ça, j'ai fait faire une rallonge pour les bras, puis pour les jambes, parce que... Des grandes personnes. Écoute, même à 4-5 ans, là, ils commencent à être... les ados... Les femmes comme les hommes, c'est des très, très grands. J'ai des photos, j'ai l'air d'un nain. Ça, j'avais demandé pour... Ça, c'est des vacances, presque? Non, j'étais tellement fatiguée. J'avais demandé pour aller dans un village qui avait été détruit, puis les femmes étaient venues chercher des semences. Puis j'avais demandé pour aller sur la Nile, pour me sortir. Il y avait l'infirmier de bloc qui m'avait remplacé. Il est arrivé cette journée-là, ça fait que je l'ai laissé, puis je suis partie passer la journée sur le Nil. Je pense qu'il faisait 60. Il faisait tellement chaud. Puis il y avait des gens qui venaient pour prendre les sacs de farine et de blé, et tout le bateau, là, on n'a pas la photo, mais tout le bateau est rempli de... J'étais partie avec l'anesthésie ukrainienne. On avait porté main forte à l'équipe. Tu parles d'infirmier de bloc, ça me fait penser, par exemple, dans ta première mission, lorsque tu arrives, est-ce que tu es laissé seul à toi-même ou tu vas avoir un mentor ou un superviseur pour la première mission? Pas vraiment. OK, on on lançait tout de suite dans le bain. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu des périodes où j'avais quelqu'un qui restait peut-être 2-3 heures pour... 2-3 heures. Ou des fois, pas du tout. Parce que des fois, mon avion était obligé de revenir sur place parce qu'on n'était pas capable d'atterrir. Ça fait que la personne était partie. Moi, j'arrivais... Il n'y a pas de mentorat sur place? En fait, on laisse un rapport à la personne qui nous a... Parce que ça va tellement vite puis c'est tellement compliqué. Oui, mais serait-ce que d'expliquer un petit peu les petites choses de base. Là, on les apprend en 5 minutes. Même les chirurgiens, j'ai déjà vu... changement de chirurgien à l'aéroport. OK, quand même. Qui dit, écoute, ce patient-là, je te le dis tout de suite, là, j'ai fait ça, mais les autres, c'est bon, tu feras comme tu voudras. J'ai dit, on va gérer. On va s'en occuper. On va gérer. Mais tu sais, faut pas que tu t'attendes d'avoir la petite main qui te... Mais quand même, là, j'en ai eu 2-3 fois, là. Puis des fois, il restait une journée, puis il voulait rester 2, puis je disais, non, tu peux partir. OK. En fait, tu fais ta sauce, hein, à chaque fois. Tu sais, les infirmières de bloc, tu connais ça, là, on a une tête... Tout à fait. On sait ce qu'on veut. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Faire
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Oui. J'ai vu passer un peu Second Chance, c'est comme... Oui, ça c'est un autre organisme. Oui, c'est ça, c'est un organisme suisse, but non lucratif, et je suis partie l'année passée, en Tanzanie. Mais en fait, c'est la transmission du savoir. Puis on n'est pas payé. C'est vraiment, on est parti 12 de la Suisse, moi du Canada, puis un de la Suède. Puis ils invitent les chirurgiens environnants des périphéries de l'Afrique à venir. En fait, on fait beaucoup de plastie, reconstruction dans des petits villages où ils n'ont pas de ressources. C'est pas des pays en conflit. Écoute, je partais le matin à tuk-tuk, là, il y avait pas de... je pouvais boire une bière le soir. C'était vraiment pour moi incroyable qu'une équipe. Ça pourrait être un peu plus du volontourisme. Non, c'est encadré, c'est pas du volontourisme, c'est vraiment trié sur le volet avec des professionnels, tout le monde est professionnel, beaucoup de travail en aval et en amont, parce qu'avant, il y a tous les chirurgiens qui vont amener les patients, les patients des villages lointains, qui vont nous amener. Le premier jour, on fait le tri pour savoir qui c'est qu'on peut opérer, comment ça peut se passer. Là, les premières heures sont assez importantes quand même. Et après, nous, on s'en va, mais les chirurgiens apportent le suivi post-opératoire, les chirurgiens des pays environnants. Là, ils apportent le suivi, parce qu'on part juste 10 jours, en fait. C'est très, très limité. Là. C'est pas du volontourisme. C'est une organisation qui a gagné le prix de transparence l'année passée. Ils sont incroyables. Parce que quand tu parles de volontourisme, c'est un peu sur le bord d'être péjoratif. Non, c'est pas péjoratif, c'est juste le nommer. Nommer un chat, Non, mais c'est correct parce que j'ai en tête des collègues, par exemple, il y a des missions de femmes palatines, par exemple, là, des groupes. Ça, c'est pas du volontourisme. Non. Ça, c'est pas du volontourisme. Il faudrait entendre M. François Audette qui a déjà parlé de volontourisme. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai vu et dit « Ah, mon fils, il avait des problèmes psychologiques à 16 ans. Je l'ai envoyé construire des cages à poules au Cambodge. » OK. Il fait de l'humanitaire. Je vais lui montrer qu'est-ce que c'est l'humanitaire. Je comprends. Des fois, ça sert à... C'est lucratif là, pour le pays où tu vas. Là. C'est pas... Mais moi, je ne veux pas mélanger l'humanitaire avec le volontourisme. Non. J'ai rien contre. Là. Tu vas... tu es dans un endroit, tu veux donner, tu fais comme tu veux, mais appelle pas sur l'humanitaire. Je comprends. Pour moi, l'humanitaire, c'est vraiment... c'est un métier, humanitaire. Mais en fait, c'est un métier. Je sais pas, c'est très intéressant parce que ça pourrait intéresser certains de nos auditeurs. Si on parlait est-ce qu'on peut parler des conditions salariales ou... moi, je suis payée par le Canada. OK, parce que Médecins sans frontières, on ne gagne pas sa vie avec ça. Là. Je ne sais pas, la Croix-Rouge... En fait, je ne parlerai pas des différences avec ça. Ce que je crois comprendre, c'est qu'on ne gagne pas sa vie avec Médecins sans frontières, d'après ce qu'on m'a été rapporté. Moi, comme je travaillais par contrat, je n'ai pas de pension. Pendant les 15 années que j'ai fait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu sais, c'est 3 mois. Après, tu reviens 2 mois. C'est pas compté dans la pension. OK, on s'entend. Moi, je payais en argent canadien 35 heures semaine. J'en fais 70, Puis là-bas, je paye en argent américain. On paye la maison, les produits de ménage, la femme de ménage, la voiture. Tu sais, on paye notre nourriture. On n'est pas... Toutes dépenses payées. On n'est pas toutes dépenses payées. OK, c'est toi qui paies. C'est moi qui paie. Excuse-moi. Alors, ce qui fait, puis je paye en argent américain. Ça fait que moi, je paye en argent canadien, je paye en argent canadien. Je comprends. Tu comprends? Ça fait que moi, je n'ai jamais calculé. Quand les gens me demandent si tu payant, là, j'arrête ma cassette tout de suite. Non, mais c'est ça, j'essaie de comprendre. Pour quelqu'un qui se dirait, je vais faire ça à 40 ans, est-ce que la personne doit comprendre que ça va être difficile financièrement? Oui, mais non, financièrement, faut pas que ça soit le but. OK. C'est ça que j'ai à dire. OK. Est-ce qu'on peut dire une idée, disons, du taux horaire, disons, si ça intéresse? Moi, j'avais calculé une fois, je te payais 6 € l'horaire.
l'heure. OK, quand même, ça donne une idée. J'avais calculé, raflé. On avait tellement ri, là, tellement ri. Parce que, d'abord, il n'y a pas d'argent qui circule. Quand tu arrives d'une enveloppe, puis ils te prennent de ton salaire, d'abord, il faut avoir 100 $ américains sur nous, au cas où on serait braqué. Il faut avoir 100 $ chaque à donner. Toujours, Okay. toujours. Tu ne discutes pas. OK. Tu donnes le 100 $. Puis le reste, ben, c'est de Est-ce l'argent. qu'il sort de ta poche ou il sort de la poche de la Croix-Rouge? Non, de ma poche. Il sort de ma poche que j'ai gagné, n'est-ce pas? Et puis, quand je veux de l'argent, je remplis un petit formulaire, je le donne à mon chef de projet. Lui, il va à la caisse, à la délégation, puis ça sort de mon compte, de mon salaire. C'est déduit de mon salaire. OK. Fait que là, il faut que je calcule parce que les heures, ça va jamais. Nous, on va jamais presque jamais à la délégation. Ça fait que des fois, on n'a pas d'argent parce qu'on n'a pas pensé à aller chercher. Mais tu sais, l'argent, là, c'est pas... c'est vraiment pas un sujet de discussion. Parlant de sujet de discussion, quand on est en mission, on fait souvent nos débriefings entre nous, chirurgiens, anesthésistes, c'est nous, on parle de nos missions d'avant. Parce qu'on est les seuls à comprendre qu'est-ce qu'on vit. Et puis, au fur et à mesure que tu fais des missions, des fois, je fais une mission en 2010 avec eux, je le retrouve en 2017. C'est comme si je l'avais laissé la veille. Là, on se raconte nos missions, on fait un briefing, des briefings ensemble. Beaucoup. OK. Pour s'aider. Mais tu me parlais dans tes notes préparatoires là, qu'il y avait plusieurs catégories de personnes à qui tu racontais tes histoires. Là. Premier niveau, deuxième niveau. Oui. Puis le troisième niveau, c'est quand on va plus profondément un peu. Ouais, là, c'est ça. Peut-être ces collègues-là. Oui, exactement. C'est eux qui... Ben, on a un briefing, des briefings à Genève. Là, à chaque fois, à chaque mission, tu arrêtes à Genève avant, les vaccins vérifiés, je les fais ici. D'abord, le carnet santé, là, quand tu as un green light santé, là, le dernier jour, je suis soulagée parce que ça dépend qui est là, mais des fois, juste pour un examen d'urine que tu as oublié, ils peuvent te faire louper la mission parce que c'est pas complet ou ça dépend... OK. Non, c'est très, très, très touché. Les électros, les examens, les machins. Écoute, à chaque mission, il faut que tu passes pas de blanche, là, parce que tout le monde place blanche, parce que... Puis quand tu arrives à Genève, des fois, il y a un vaccin qui pense « Hey, mes deltoïdes s'en souviennent. Là. J'ai 3 carnets pleins de... » OK. Fait qu'on fait une journée de briefing. Là, je rencontre les responsables. Là, moi, je les écoute. Puis au débriefing, c'est eux qui m'écoutent. OK. OK. Là, on dit qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a amélioré, parce que eux... Est-ce qu'il pourrait arriver que si toi, tu es en mission avec un ou une collègue qui a beaucoup moins d'expérience, là, survient une situation vraiment dramatique, là, tu sais. Puis là, toi, tu as l'impression que ça pourrait marquer cette personne-là qui a moins d'expérience. Est-ce que toi, tu pourrais prendre l'initiative d'aviser Genève, dire un tel ou une telle, ben, il y a la ligne selon rouge. moi, il s'est passé quelque chose depuis cet événement-là. Je pense que vous devriez la rencontrer spécifiquement pour ça. Oui, c'est arrivé. Ben, avec MeToo, c'est arrivé. Mais okay. Non, mais je pourrais penser Oui. d'explosion, plusieurs enfants mutilés, brûlés. Oui, non, mais ça, on peut se permettre. Mais tu sais, il y a la ligne rouge, là, il y a le chef de projet, il est là pour ça. Ça fait que tu commences par le dire au chef de projet. OK. Puis quand tu vas à ton débriefing, si la question vient, tu peux en parler. OK. Tu peux parler de ça. Mais tout est dans nos dossiers privés, OK. confidentiels. Puis là, tu parlais de MeToo, parce que ça... Il y a eu un assez impact, bien sûr. OK. Bien sûr qu'il y a eu un impact avec MeToo. OK. Bien sûr, bien sûr. OK. J'ai eu plusieurs personnes qui ont pris la porte cette journée-là. Ah oui? ouais. OK, ça Oui. s'infiltre partout, finalement? Oui, ah oui, oui. OK. Ah oui, oui. Puis c'est dur parce que t'es loin, là. Puis t'as connaissance qu'il y a du harcèlement, là. Tu fais quoi? Tu fais comment? Mais on se dit, les C'est gens qui très vont là sensible. pour harceler sont comme pas à la bonne place. Ils sont pas là pour harceler, mais... Non, mais il me semble qu'ils sont pas à la bonne. Non, mais... C'est quand même spécial. Il y en a partout. Ça existe. Il y en a partout. Ça existe. Règle générale, quand tu es en retour d'une mission au Québec, avec tes amis, ta famille, aimes-tu mieux parler de ta mission ou ne pas en parler? Règle générale. Et as-tu l'impression que les gens t'en parlent un peu par politesse, puis que finalement, ça les intéresse plus ou moins? C'est comme deux questions dans une. C'est tout et son contraire. Ben, moi, j'ai une recette qui m'a servi 90%. C'est qu'avant de rentrer, je fais une vacance. OK. Je fais un détour. OK. Je suis allée voir le Père Noël en Laponie. Tu vois, je suis allée en Côte d'Ivoire en voyage. Je suis arrêtée. J'aime beaucoup le Rwanda. Je suis arrêtée au Rwanda.
OK. Puis à Genève, ben, comme j'ai beaucoup d'amis en Suisse, quand je vais avoir des briefings, je vais au débriefing, puis après, je reste une semaine, je change mes habits, je me fais couper les cheveux. Souvent, des fois, quand je revois le chirurgien avec qui j'ai travaillé des semaines, il y a de la misère à me reconnaître. OK. Mais je présume que le débriefing, quelqu'un peut avoir été... Débriefing, il y a une portion psychologique? Oui. Mais je présume que quelqu'un pourrait arriver complètement traumatisé puis dire non, tout va bien, puis ça va pas bien du tout. Non, ceux-là, on les repère assez vite. Moi, j'ai eu des gens qu'on a dû évacuer, par exemple. Là, du personnel? Oui, avec qui on travaillait, avec qui on vivait, parce que l'équipe chirurgicale, on vit ensemble, mais on vit avec d'autres aussi, là, d'autres, ceux qui s'occupent des prisons. Pas nécessairement bon pour la promiscuité non plus, là, quand on parlait de harcèlement tout à l'heure. Là. Non, mais ça, c'était pas à ce niveau-là. C'était pas dans les maisons, c'était à l'extérieur que ça se passait. Les détails, je les connais pas, mais je sais que ça s'est passé. Moi, j'ai jamais eu connaissance. Peut-être une fois, mais j'ai fait un... Ouais. Ça s'est arrêté assez vite. Pas avec moi, hein. Je pense que c'est juste que ce que j'ai visualisé. Puis moi, en fait, ce que j'aime en mission, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie est horizontale. Tu comprends? C'est que le chirurgien, l'anesthésiste, là, tous ensemble, on met nos connaissances, nos compétences. C'est pas, toi, tu es juste infirmière, tu sais pas. Non, c'est ça. Non. Les patients, des fois, on les connaît plus qu'eux. Quand ils arrivent, là, non, c'est pas par là qu'on va à l'hôpital, c'est par là. Non, tu touches pas. Non, tu es là pour, pas pour faire la mégère, mais pour la sécurité, puis respecter la culture du milieu. Mais j'ai rencontré des gens incroyables, extraordinaires, qui me tirent par le haut. J'y pense tous les jours, presque. Des gens authentiques. Oui, je pense que je suis pas prête à oublier ces gens-là. D'ailleurs, quand j'ai regardé les photos, là, j'avais tellement d'émotions parce qu'il fallait que je choisisse. Oui, c'est ça. C'est très... c'est drôle parce que mon petit-fils qui a 10 ans, il va avoir 10 ans la semaine prochaine, il me dit, moi, la pandémie, là... J'ai aimé ça. Mais oui, puisque mamie n'est pas partie. Exact. Il dit, mamie n'est pas partie. Tu sais, Jean-Pierre, quand tu décides de partir en mission, là, j'ai tout entendu. Hein. La fuite en avant, tu profites du système, pourquoi tu ne fais pas du bénévolat ici? Tu comprends toutes les réflexions. En fait, ce qui est important, le message que j'ai à donner, là, c'est que tu as envie de faire l'humanitaire, là, c'est juste tes proches. Pas ton père et ta mère, tes proches, ton chum, tes filles, tes enfants. C'est juste eux. Tu as juste besoin d'eux, de leur support à eux. Pas le... Mais il y a un moment dans une vie pour faire ça, j'imagine. Là. Oui, il y a un moment dans une vie. On parlait des conditions salariales, ça peut être un élément qui fait qu'on va retarder. Mais quand tu as des jeunes enfants, je connais Dr Anne Méziat, qui est chirurgienne à Sherbrooke. Elle a travaillé pour la Croix-Rouge pas mal toute sa vie, puis elle partait lorsqu'elle avait des jeunes enfants. J'imagine que ça devait pas être évident. C'est un choix, là, mais moi, j'aurais jamais été capable. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Même quand j'ai eu après mon petit-fils, on avait beaucoup d'enfants qui étaient touchés par les grenades, les bombes, machin. Je trouvais ça... Je suis très, très, très sensible aux enfants qui viennent au bloc. Mais là, pourrais-tu repartir ou une vraie mission balistique, comme tu dis? L'année passée. C'est terminé? Non, mais écoute, l'année passée, j'ai donné ma démission à la Croix-Rouge canadienne. OK. Et ils m'ont dit, de toute façon, si vous voulez retourner, ça sera toujours possible, parce que je peux jusqu'à 80 ans. OK. Parce que ça fait longtemps que je fais partie de la Croix-Rouge. Mais tu sais, si quelqu'un a 78 ans, il va porter sa candidature. Ça vaut pas la peine. Mais c'est drôle. Mais là, je suis en train de penser que ça reste entre nous, là, juste. Ben, c'est ça. Et peut-être que je vais aller en Haïti dans les 6 prochains mois. Quand même. Quand même. Okay, mais j'ai encore... On va se rejoindre en Haïti si tu y vas, puis on fera un balade à distance. Mais ça, c'est à reporter un peu parce que je pars comme proche aidante en Normandie l'été prochain. Puis après, je fais la vaccination à Sainte-Justine. Puis après, je fais... Mais tu parlais de partir avec des jeunes enfants. Toi, ce que tu trouvais difficile, c'est de voir des enfants du même âge que les tiens. Oui, exactement. OK, c'est ça. Parce que moi, l'élément que j'avais en tête, pour en avoir déjà parlé avec ma conjointe, parfois, je lui dis, peut-être j'aimerais ça faire de l'aide humanitaire. Elle, l'argument, c'est que si tu meurs, les enfants sont trop jeunes. Si tu meurs, non. Moi, j'ai jamais pensé... T'as jamais eu peur de mourir? Non. J'ai toujours, naïvement, fait très confiance à l'équipe de sécurité. Okay.
À toutes les fois que j'ai eu une demande de mission, je savais qu'il y avait du monde derrière moi. Puis la Croix-Rouge canadienne a été, merci mon Mais là, Dieu. ce que tu vois gager dans le moment, moi, ça m'inquiéterait. Là. Je veux dire, quand tu as l'impression que l'autre partie respecte c'est plus ou moins les règles oui, ça c'est de sûr base. que l'hôpital, ça devrait être consacré. Un sanctuaire. Ça, c'est un sanctuaire, effectivement. Mais je me rappelle un Noël, là, quand on est menacé, tout le monde part, sauf l'équipe chirurgicale. Hein? C'est toujours les besoins essentiels qui restent, le docteur Liu l'a dit, puis je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois. Alors, pendant 10 jours, on partait avec notre valise à l'hôpital, parce qu'on ne savait pas à quel moment on pourrait être occupé. Puis, à un moment donné, après une semaine, j'étais fatiguée là, de partir avec. Fait que j'avais écrit à la Croix-Rouge, j'avais dit, si on était évacué, moi, je ne reviens pas. Qu'est-ce que vous êtes d'accord? Il m'avait dit, vous achetez un billet d'avion, vous rentrez. J'ai toujours eu le support, finalement, j'ai pas eu besoin. OK. Mais j'ai toujours eu ce plan B-là, quelque part, avec la Croix-Rouge canadienne, qui aurait compris que là, c'était... Puis, ce qui est important aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ici, vous n'êtes pas, au Québec, en tout cas, l'international, je me rappelle quand j'étais, mettons, par exemple, n'importe où, là, des conditions difficiles, que je ne peux pas donner de nouvelles pendant une semaine, parce que je me disais, j'espère que mes filles ne savent pas ce qui se passe à la télévision. Mais en fait, personne ne savait que ça pétait partout. OK. Mais ici, les gens n'étaient pas au courant comment c'était difficile au Sud-Soudan, au Nord Kivu. Parfois, quand on commence à regarder, il y a tellement de catastrophes partout dans le monde. Non. Mais moi, je me disais, j'espère qu'ils ne regardent pas les nouvelles, parce que nous, on était dans les journaux là-bas, là, parce qu'on avait... Non, mais le meilleur exemple, c'est la guerre en Ukraine. Là, oui. Maintenant qu'on parle de Gaza, plus personne ne parle de l'Ukraine. Non, mais jamais deux à la fois, c'est toujours... On n'est pas capable, mais ça doit aller aussi mal, là, je veux dire. Exactement. Fait que là, on pense, moi, dans mes 10 premières missions, on va dire, je me disais, mon Dieu, ma famille va être inquiète. Purée, non! Okay. Fait qu'après ça, j'étais plus cool, tu sais, parce que des fois, t'as pas d'électricité. Donc, finalement, ça te rassurait qu'eux suivent moins l'actualité. À toi. Donc, c'est un effet. C'est bon. Exactement. C'est bon. Oui, c'était dans un... C'est la première fois que j'ai une invitée qui cite Willy Lamotte. Donc, est-ce que c'est ta devise de vie, ça, de dire... Non, j'en ai plusieurs. Donc, de dire, je préfère mourir incomprise plutôt que passer ma vie à m'expliquer. Ça, c'était Willy Lamotte. Au début, là, les gens me disaient, mais pourquoi tu pas... Tu sais, je savais plus quel argument dire. Ben, c'est parce que c'est une petite voix, c'est dans moi. Tu sais, je savais plus quoi dire. Oui. Fait que, après ça, j'ai commencé à dire, je préfère mourir incompris. Mais on a une devise, on avait une devise, c'est seul, on va vite, mais loin, si tu veux aller plus loin, c'est ensemble. Ensemble, si on va loin. C'est ça, ta devise. Ma devise, j'en ai plusieurs, c'est savoir faire et non savoir-être. OK. Ça, c'est... Puis, oui. Garder le sens de l'humour. Ça, c'est ce qui m'a sauvé, le sens de l'humour. Écoute, c'est... Plus important? C'est le plus important. Es-tu capable de me donner le plus beau souvenir de ta carrière, disons, dans l'humanitaire, là, disons? Moi, c'est quand je mets l'attelé sur la porte que je pars en mission. Ah oui? Ah oui, ma mission commence là. OK. Ma mission commence là. Le plus beau moment, j'en ai plusieurs, là. Je pourrais défiler des diapositives plein. Évidemment, c'est quand... tu sais, la première semaine, quand tu as un afflux de blessés, par exemple, puis tu vois les gens sortir de l'hôpital après quelques semaines, retourner chez eux avec une reconnaissance, sont très résilients, patients, t'en jamais plaindre. Donc finalement, c'est pas un plus beau souvenir, non, c'est une l'ensemble de une coquille, c'est un ça. Ballon de souvenirs, disons. Oui. Puis quand on va chercher des blessés, tu sais, tu fais le tri, là. Je suis déjà partie avec un chirurgien, on n'était que 2 dans l'avion, on est allé chercher des patients qui avaient fait... ça faisait 5 jours qui étaient dans la savane là, pour venir nous voir. Il y avait 60 patients, on en emmenait 5. On n'avait pas de traducteur. Il fallait trier. Oui. Juste avec le regard, il fallait trier. Qu'on les amenait avec nous dans l'avion. OK? Parce qu'après ça, le lendemain, il y avait d'autres qui prenaient la relève et tout. Mais nous, on faisait un premier examen. Ça, c'est un moment très fort c'est dingue. Puis en plus, tu sais, il y a les familles, ils veulent que tu... Puis ils ont tous un arme. Ils veulent que tu amènes leur père ou leur sœur. Ça fait que il faut être très diplomate. En fait, on fait rien. C'est juste faire signe, on prend lui. Puis après, avec les brancardiers, on s'en va. En fait, c'est la seule façon. C'est drôle, tu parlais de l'humour, mais une chose qui est particulière aussi en médecine, puis peut-être plus en chirurgie, c'est
parfois le niveau de satisfaction que l'on retrouve à traiter des cas catastrophiques, parce qu'on prend une certaine distance. Alors les gens, parfois, en chirurgie, par exemple, on va dire ça c'est un très beau cas, mais en fait, Oui. c'est pas un beau cas. Je veux dire, la personne est malade, elle a un cancer. Oui. Tu comprends? Elle a X, Y, Z conditions qui font que sa vie est en danger. Puis là, entre nous, on va dire que c'est un beau cas. Mais nous, c'est juste des beaux cas. Parce que on fait abstraction, tu sais, de... Ouais. C'est une autre particularité de notre travail, peut-être. Parce que moi, j'ai des amis, parfois, je leur raconte ça, puis ils vont me dire, ben, c'est c'est un peu... C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Autre, là, mais il y a un moment aussi qui est mignon. Sans raconter les détails, évidemment. Là, on protège la confidentialité, mais on raconte ce qu'on a vu. Ouais. Puis, mais ça, on fait ça entre nous, là, c'est ça, avec les chirurgiens. Mais quand j'ai un chirurgien de première mission, là, quand on commence à chercher les balles, là, ils gardent. Je désinfecte toujours une première balle de Kalachnikov, puis je lui offre. Tu vois, alors ça, quelqu'un de l'extérieur pourrait trouver que c'est de très mauvais goût. Ben, moi, j'en ai une parce qu'on l'a enlevé dans le cou d'un enfant, puis on a réussi à pas faire de dommages. Fait que j'ai gardé la balle de Kalachnikov. Je l'ai dans ma boîte à bijoux. Alors, tu vois... Mais ça, j'apporte des petites boîtes Lego là, spéciales, puis je sais que je vais le faire. Que je vais le faire. Alors, tu vois, ça peut paraître particulier. Pour être particulier, je t'avoue que c'est assez particulier. Bon. Dis-moi, avec tout ce que tu as vu, ta définition de la santé, là, ça va passer par l'humour, mais non, mais... la définition de la santé? Quand on a vu des gens si malades, puis dans des conditions si épouvantables. Écoute, au Québec... Parce que je peux pas parler... Tout est bon. Oui, tout est bon. La définition de la santé, pour moi, c'est... ça part de la prévention. L'équilibre entre le mental et le physique. Moi, c'est... la santé, c'est un mot valise. Hein. Ça peut être... ça peut toucher tellement de points. L'alimentation, la génétique, la mode de vie... Tu sais, quand je suis allée 2 mois au Japon l'année passée, puis j'ai beaucoup appris sur la santé. Comment ils vivent. J'ai commencé à apprendre des trucs. Pourquoi ils vivent si longtemps? OK? Eux, d'abord, ils mangent 70% de leur appétit, toujours dans des petites assiettes. Il n'y a pas d'obèses. Les obèses... Ça commence un peu au Japon, quand même. Un peu, avec l'occidentalisation. les gens, les Japonais qui ont vécu dans le nord, dans l'Ouest, puis qui retournent au Japon. Ça commence un peu, mais moi, en 2 mois... Il n'y en a pas beaucoup parenthèse, parce que quand je suis allé 2 fois au Japon, 2 fois 1 mois. Puis à une occasion, professeur Sano opérait un patient qui avait un IMC autour de 30. Oh my God. Ce qui est relativement mince pour nous, c'est le pain quotidien. Puis eux étaient vraiment leur définition d'un patient obèse à l'époque. La première fois en 2013, c'était un IMC au-dessus de 25. Oh my God. Ça, c'était un patient en surpoids. Alors que pour nous, c'est le bonheur. Ici, là, t'es dans Bref, je te redonne le bâton, mais... Donc, on parlait de la santé au Japon. Oui, la santé, mais c'est pas... Limiter les apports. Oui, c'est ça, limiter les apports. Mais la santé, tu sais, il y en a qui se considèrent en santé, puis moi, je pense qu'ils ne le sont pas parce qu'ils sont obèses ou qu'ils ont du souffle-cou, ils toussent, ils fument, ils boivent, puis ils pensent en santé. Tu sais, la santé, c'est quoi la santé? C'est avoir le moins de cicatrices possible sur le corps? Non, je pense pas. Non. C'est ça. La santé, j'ai pensé à ta question avant de venir sur la santé. Te considères-tu en santé? Moi, je suis en santé. Parce que tu es en santé. Oui, je suis en santé. Penses-tu que tu serais aussi en santé si tu avais pris ta retraite, disons, à 55 ans, puis de mettre les 2 pieds sur le pouf, comme on dit en bon québécois? Non, la retraite, je vais trouver quelque chose, toujours. OK. Toujours. As-tu plus peur du déclin de tes capacités physiques ou intellectuelles? Moi, j'ai plus peur des capacités intellectuelles. Tout le monde me répond à ça. Là, donc, j'ai vraiment... j'essaie de faire du par cœur, de me rappeler... je sais pas. Les télomères, j'essaie de les connecter. Mais j'ai appris récemment que ça n'arrête jamais. Là, parce que... Donc, moi, je suis les conseils du docteur Marquis qui dit si c'est facile, tu laisses tomber. Il faut que tu fasses quelque chose de difficile. Parce qu'on a souvent l'impression que la plasticité du cerveau, ça s'arrête, mais c'est faux. Non, je sais. J'ai entendu les docteur commentaires. Fortin, qui est neurochirurgien. Ça m'a encouragé, puis ça incite à faire de l'activité physique, puis parce que même, disons, des choses aussi simples que la course à pied. Non, mais... Le fait qu'on regarde où on met notre pied,
Ça a un paquet d'implications parce que ça implique des réflexes, puis il faut que le cerveau réagisse rapidement pour t'empêcher de mettre le pied dans le trou. De toute façon, on ne remplacera jamais le cerveau, même l'intelligence artificielle. Le cerveau, c'est la machine la plus compliquée, la plus complexe. Alors, il faut travailler avec. Je pense que c'est les facultés intellectuelles. On avait un exercice pour parler de l'humour un peu. Le matin, on part en Land Cruiser, les trois, dans Land Cruiser, puis on s'en va à l'hôpital. L'exercice, c'est quel jour on est puis quelle date. Parce qu'ils peuvent me demander 15 fois dans la journée à chaque patient, parce qu'on n'a pas de dimanche. On n'a pas de notion. Moi, je pars ici à moins 30, j'arrive là-bas, il fait 45. On n'a pas de notion, on n'a pas de balise. Fait que l'exercice, c'est répète après moi quel jour on est, quelle date. Puis là, je faisais une checklist quand on partait de l'hôpital, parce que des fois, il fallait retourner, parce qu'il y en a un qui avait oublié son chargeur, l'autre avait oublié s'il y avait la clé, le ci, le ça, la bouteille d'eau, tu sais, parce qu'on ne sait jamais si on va être capable de retourner. Moi, j'ai oublié mon sac, j'ai oublié... Voilà. Mais ça, on faisait... C'est ça que j'avais fait une fois, les rares fois où il y avait une toilette, hein, j'avais fait la clé, on la cherchait tout le temps, la clé. Ça fait que j'avais pris la plus grosse seringue, puis j'avais mis la clé dedans avec un grand cordon. Parce que les gens mettaient dans la poche, fait que la clé était accrochée. C'était marqué « Je reviens ». Des petits détails. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dis-moi, avant de conclure, la portion de ta carrière au Québec, dans ton souvenir de ta carrière, ça va être minime ou parce que c'est beaucoup l'humanitaire qui a marqué ta carrière. C'est en pointillé depuis l'an 2000, les 7 ans en Suisse. Depuis 2008, j'ai fait Saint-François d'Assise. Après ça, j'étais... Le Québec, t'as fait combien d'années, finalement? J'ai fait... ça fait 50 ans que je renouvelle ma licence d'infirmière. Un petit rappel. Mais dans ce sens, ça a l'air tellement plus marquant les 15 ou dernières années. Les 24 dernières années étaient plus marquants. Depuis 1995, c'est plus marquant. Quand j'ai travaillé à Saint-François d'Assise, je travaillais avec une équipe incroyable. Toute l'équipe, pas juste les chirurgiens, là, toute l'équipe incroyable, qui m'a donné vraiment une confiance en moi et j'ai beaucoup appris. Puis après, je voulais aller en Suisse une année. C'était dans mon but. J'avais vécu à Paris en 1974, puis on est allé en Suisse, puis j'avais dit un jour, je m'en viens travailler en Suisse. J'essaie toujours de suivre... Mais au tout début de ta carrière, tu n'avais pas de plan si précis que ça, là? Ça a toujours été au fil des événements. Opportunités? Oui, des opportunités. Toujours. Toujours. Avec le temps, regrettes-tu peut-être de ne pas avoir fait de l'humanitaire plus tôt ou tout était au bon moment pour les bonnes raisons? Tout était au bon moment pour les bonnes raisons. Non. Des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute, qui veut faire de l'humanitaire, disons, ou... qui vient de me voir. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais... L'humanitaire, il faut attendre d'avoir un certain âge, beaucoup d'expérience, parce que sinon, tu décompenses. Avoir un passé réglé. Tu fais pas des travaux dans ta salle de bain pendant que tu es à... Quand le toit coule? Oui. Et puis... Si on gérait le Québec comme ça, on serait déjà pas pire. Oui. Un conseil à donner, quand tu as vraiment envie d'un but, tu le suis. Tu suis, c'est tout. Tu n'écoutes personne. C'est bon, ça. Oui. On est en fin d'entrevue. Tu as une petite section baguette magique. Oui, la baguette magique. Donc, je sais pas. Puis si tu pouvais changer une chose dans le système de santé, j'imagine que tu suis quand même notre politique québécoise. Oui, beaucoup, parce qu'on était dans une difficulté personnelle chirurgicale aussi dans la famille. Alors, je suis près de... Écoute, qu'est-ce que je changerais? D'abord, je changerais la baguette magique au niveau humanitaire. J'espère qu'un jour, ils n'auront plus besoin de nous.
Ça, c'est utopique, mais Ça, c'est voilà. complètement utopique. Mais ça fait rien. Je leur souhaite de tout cœur. Et puis ici, au Québec, c'est... tu sais, en 2030, il y a 25% des gens qui vont être vieux. Puis j'aimerais ça que les vieux... Qu'on arrête d'infantiliser les personnes âgées et que l'agisme soit pas aussi présent. Je trouve que quand plus on avance en âge, plus on devient transparent au Québec. Je trouve qu'on a passé la parole, je trouve. Et on n'est pas tous des Guy Rocher et des Jeannette Bertrand, là, j'en conviens. Mais quand on est des personnes encore capables d'apporter à la société, Joanne Lieu le dit, hein, on est dans le fond, c'est de l'expertise, on est de l'expertise. Pourquoi est-ce que... Si tu vas chez Home Depot puis il y a une personne âgée qui veut vendre, tu vas aller vers le jeune. Ah oui? C'est drôle, parfois, moi, j'ai tendance à aller vers la personne âgée, parce que je me dis, il me semble que... Oui, mais ça m'a été perles, dit... Il y a des pépites, là, les gens sont là, ils disent, ça fait... Tu sais, j'ai eu tel type de compagnie pendant 20 ans, puis là, ça me tentait de vendre... Là, j'ai pris l'expérience de Home Depot, mais tu sais... parce que j'y vais... Mais c'est un bon exemple. J'y vais régulièrement, parce que c'est en face de chez moi. Puis je vais toujours chez les gens. Je me dis, lui, il a l'expérience. Mais je trouve que les jeunes... Moi, on ne me donne pas ma place dans le bus ni dans le métro. Tout le monde est sur son iPod. Je te dis pas que j'ai vu la place, c'est pas ça, mais on est un petit peu transparent, je trouve. Est-ce que je regarde dans certains, notamment en santé, les retraites parfois se prennent relativement jeunes. Oui. Moi, je vois des gens dans le milieu médical, notamment en soins infirmiers, parce que c'est vraiment un gros bloc là, qui ont mon âge, puis qui comptent les mois, tu sais, avant la retraite. Puis je vois quelqu'un comme toi, puis je trouve que c'est un modèle qui est beaucoup plus inspirant, puis je me demande si cette culture-là de vouloir prendre tôt sa retraite, ça participe pas un peu à ce phénomène-là d'être oublié, je sais pas? Je sais pas. Tu sais, on dit aux gens, tu pourrais continuer. Non, j'ai le droit de prendre ma retraite. Ouais, peut-être aussi... Non, je connais pas toutes les structures de retraite. Là. Parfois, les gens vont dire, entre guillemets, je perds quasiment de l'argent à continuer. Mais je pense qu'après une année, ces gens-là, je pense qu'ils revisent leur devoir, ils retournent faire leur devoir. Parfois, les gens disent, je prends ma retraite à 55 ans. J'ai dit, parfois, je dis, t'as rendu compte que t'es malchanceux? Il n'y a pas juste ça, c'est psychologique. Tu vas être à la retraite pendant 40 ans. Non, mais c'est... Oui, pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 40 ans? Tu vas faire quoi? Moi, je pense que d'être utile, faire œuvre utile, n'importe quel niveau. C'est ça. Prendre la retraite. Moi, je me considère à la retraite. Je suis plus de gars, je fais pas de fin de semaine. Je fais de la vaccination octobre, novembre, décembre. Après, je fais du prochain heure. Mais je me considère un peu... Mais tant que j'ai ma licence, moi, je suis pas à la retraite. C'est parfait, ça. Moi, j'ai le syndrome de Dominique Michel, toujours la dernière année. C'est bon, c'est excellent. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde... Écoute, moi, j'ai presque déjà fait. OK. J'ai une admiration pour Audrey Hepburn. Je trouve que c'est la quintessence de la douceur et de l'élégance. Puis j'ai visité le village où elle a habité pendant 30 ans. Ensuite, j'étais à sa tombe. OK. Bon, pour répéter tous les gens qui sont venus avant, moi, j'ai une différence. C'est Nelson Mandela. OK. Je suis allée dans sa cellule où il était interné pendant 27 ans. Puis c'est grâce aux délégués de la Croix-Rouge qu'ils ont obtenu des lunettes fumées parce qu'il y avait mais ça, c'était en vacances. Hein. Je voulais aller... J'avais vu Céline aller visiter au Rhode Island, puis je me disais, Céline, il va, c'est parce que je vais y aller. Parlant de Céline... Mais les lunettes fumées, juste... Ils ont eu des lunettes fumées parce qu'avec la réverbération... Après, Nelson Mandela avait toujours des lunettes fumées. Parce qu'il y avait la réverbération, il cassait de la pierre vive au soleil brillant. Puis il y avait tous des cataractes, tous des problèmes. Puis la Croix-Rouge lui avait apporté les lunettes fumées et tout. Parlant de Céline, c'est elle que j'aimerais voir dans mon vivant. Parce que Céline, elle m'a beaucoup apporté dans ma mission. Tu vas rire. Céline, moi, j'ai travaillé sur 4 continents. Il m'associe à Céline. Partout où je vais sur la planète, il pense que je vais boire un café avec Céline, qui est à côté de moi. Céline, là, tout le monde connaît ses chansons. Puis au bloc, souvent, à la fin de journée, je mettais mon petit iPod Touch avec la musique de Céline. Puis tout le monde chantait. Puis à chaque fois qu'il y avait un CD qui sortait, je l'apportais. Des fois, il était encore chaud. Là. J'ai fait vivre des villages. Il copiait le CD. Il les vendait au marché. Puis le petit buis-buis, là, il le mettait en boucle pendant toute la journée. Puis tout le monde venait boire des bières. Tout le monde chantait du...
Puis moi, on y allait de temps en temps avec l'équipe, là, parce qu'on pouvait sortir jusqu'à 7h moins quart. Des fois, on allait faire un tour. Puis je disais, ben, quand je suis là, j'aimerais ça. je commençais. Il disait, non, je peux pas l'arrêter parce que tout le monde va s'en aller. Tu sais. OK. Quand tu as eu... Non, Céline... Mais ça, c'était une époque où on l'entendait partout. Non, mais écoute. C'était gros, là. Puis le moment aussi qui m'a donné beaucoup d'émotions, c'est au Sud-Soudan. On s'en allait à l'hôpital, on suivait les ânes et tout. Il y a quelqu'un qui passe, soudanais, qui passe en vieux vélo, là. Il y avait un vieux jersey des Canadiens. J'étais tellement émue. Le chirurgien éthiopien à côté de moi, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oh là là, c'est chez moi, ça. Il s'en allait comme ça avec le vieux. Ça, c'est des moments très, très forts. Puis Okay. Céline, je l'ai entendue dans des endroits inusités, mais complètement inusités. Puis ça m'a toujours rapproché du Québec? rapproché du Québec. Oui. OK, quand même. Je me sentais moins loin. Ah, OK, Parce que c'est bon. elle était Donc, partie. Céline Dion comme premier choix, parfait. Non, mais il y avait Audrey Hepburn, Non, c'est Nelson. ça. J'ai vu Dalai Lama aussi. OK, Le vrai Père Noël en Laponie, quand même. OK. Moi, j'avais serré la main de Jean-Paul II, Oh, quand même. quand même. OK. Oui. Et tu lavé la main après? Ou... Ben, je l'ai regardé. Je me rappelle, à l'époque, j'étais jeune, puis on travaillait à l'Oratoire Saint-Joseph, Oui. lors de la visite du pape en Ah oui? 84. Ah, wow. Donc, on avait comme accès, là, en bas, là, tu sais, dans... J'ai vu jouer Raphaël Nadal aussi, puis Federer, quand même. Hein? Dalai Lama, Donc, au Parc Jarry. Est-ce que tu supportes une cause? J'imagine que ça va être la Croix-Rouge ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, c'est ce que je parlais attirent? tout à l'heure avec ma fille. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette question-là? Qu'est-ce que c'est la cause? Elle me dit, maman, la cause, c'est la Croix-Rouge. C'est ça, ta cause. J'ai dit, c'est pas vraiment une cause. Non, mais il y a des gens qui me disent les enfants ou Ben, moi, l'enfance, l'éducation. Oui, c'est ça. Moi, c'est la dignité humaine. Hein. C'est une belle cause. C'est Ça revient à ce que tu disais N'importe tout à où, l'heure sur aussi sur la l'infantilisation des... N'importe où sur la planète, personnes je pense âgées. que la dignité humaine, ça vieillir chez soi et la dignité humaine partout. Oui, j'ai beaucoup vu mourir des gens en mission. Mhm. Ouais. Parce qu'on ne pouvait plus, là. Il faut... Écoute, j'ai un dernier mot. Mhm. C'est que pour moi, un bon chirurgien, c'est celui qui sait qu'on n'a pas opéré. Ah, j'aime beaucoup. Et puis, je ne suis pas la première à le dire. J'ai souvent travaillé dans un hôpital universitaire, puis quand ils partaient, les résidents disaient « Maintenant, je sais qu'on n'a pas opéré. » Puis, j'y pense souvent. Quand j'ai un chirurgien qui arrive pour 2 semaines, là, je le surveille de près. Parce que là, je me dis, lui, il va pouvoir l'opérer pour ça, puis réopérer, puisque nous, on l'opérait la semaine passée, puis voir ce qui se passe. Faut toujours... j'étais toujours en train de défendre, parce que je me disais... Dis-moi pourquoi tu veux l'opérer, puis après ça, tu me diras pourquoi ne pas l'opérer. Ça a Ok. toujours été... J'ai toujours pensé ça. Mais j'aime bien parce que j'ai un collègue ici à Québec qui s'appelle Jean Péloquin. Non, je connais pas. Ben, tu l'as sûrement... Il travaille au CHUL. OK. J'ai reçu récemment. C'est un... Dans ton groupe d'âge. Donc, beaucoup Oui. d'expérience. Merci. Très bonne expérience. Mais lui, sa devise, c'est plutôt il n'est jamais trop tard pour opérer un patient vivant. Donc, ça revient. Oui, ça revient. un C'est peu beau, à ça ce aussi, que j'aime tu ça. dis. Donc, J'aime ça. prends Parce le que temps de regarder. quand tu sais... Quand ne pas opérer, ça veut dire que tu y as réfléchi. Ça, c'est beaucoup plus dur que d'opérer. En fait, tu vas aller voir, puis n'importe qui... Personne va contester ça. Mais quand tu sais que le bien est l'ennemi du... Le mieux est l'ennemi du bien, Oui. ça demande beaucoup de Mais je te réflexion. dirais que la médecine moderne aujourd'hui, là, c'est exceptionnel qu'on opère sans avoir le diagnostic. Là, je te parle de l'appendicite aiguë simple, là, exceptionnel. Donc, En tout cas, mais ça bon, enlève ça, cet c'est un petit enjeu-là. truc, là, mais je n'ai que des bons souvenirs dans mes missions. Je n'ai que des OK. bons- Je suis posée faire un scrapbook là, de réunis, puis à chaque fois que je veux commencer, je ne suis pas encore capable. OK. Il faut le faire. Je vais le faire. Commencer le tri. Ben là, tu as commencé, on avait un Oui. tri de 12 photos Oui, ce soir. j'ai Donc, c'est commencé, peut-être mais la je sais pierre pas d'acier. je sais pas encore comment... Parce OK. on est apprécié, on a des rapports de fin de mission. L'administration est très, très longue. Avant de partir en mission, là, c'est très fatigant. On a des formations continues, les portails, les vaccins, OK. les examens médicaux, les rencontres à la Croix-Rouge, les discussions avec la Genève. C'est beaucoup d'administration. Faites-vous du mentorat Oui, pour quelqu'un. des candidats, par exemple? Oui. Quelqu'un qui Aussi. aimerait travailler pour la Croix-Rouge, puis là, il Et pose quand- des questions, tu sais, puis là, toi, tu vas parler avec, il dit, écoute, voici, là.
Finalement, tu me résumerais ce que tu m'as dit dans la dernière heure. À la Croix-Rouge canadienne, des fois, ils m'ont demandé est-ce que tu accepterais de faire. Puis tu le fais. Conférences. Tu le fais. Oui, on le fait. OK. Moi, quand je sais que. Je demande toujours à Genève qui c'est qui va me remplacer. Mm-hmm. Et puis, je lui écris à la fille écoute, apporte ça. OK. Apporte pas ça, on peut faire du sport, apporte ton corde à danser si tu veux bouger. Je donne ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise. Ouais. Puis, non, ça, on le fait. Moi je le fais. OK. Mais je pense que, en gros, la personne peut référer sur des questions toujours. Est-ce qu'on a tout dit? Écoute, pour ce soir? Écoute, j'en ai tellement raconté, là, je vais changer ma cassette. Non, mais on va se préparer un deuxième épisode. À ce moment-là, on va attendre des nouvelles d'Haïti. Oui, c'est ça. Mais là, écoute, brûle pas ça, là, ça reste, ça va rester ça entre reste nous. entre nous. C'est bien, merci beaucoup. Mais ça, j'aimerais ça. Okay. Merci à toi, Jean-Pierre. À la prochaine. Bye. Merci beaucoup, Bye. vraiment. Bye. Vraiment. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.